Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 avril et c'est l'anniversaire d'Ettore Nicoletti. Auguri Ettore. Et j'en profite pour avoir une pensée pour l'Italie, pays qui m'est très cher. Voilà. Et sans plus tarder, on retourne à Boris Vian, notre rendez-vous quotidien avec l'écume des jours. Aujourd'hui, épisode 22, avant-dernier épisode. Et oui déjà. Avant-dernier épisode, c'est le moment de faire un petit bilan. Donc aujourd'hui, ça va être chapitre 60 à 64. Et pour notre petit résumé du jour, je vais essayer de retracer un peu tout ce par quoi on est passé. Voilà, avant d'atteindre les derniers mots, le dernier souffle, je repasse sur toute l'histoire, je ravive un petit peu tout ce par quoi on est passé. Résumé donc des épisodes précédents, depuis le début. On a commencé cette histoire dans le confort bourgeois de l'appartement parisien de Colin. Il y vit avec son cuisinier Nicolas et on peut y déguster avec son ami Chick et lui de délicieux cocktails réalisés à partir de son piano-cocktail, un piano à cocktail de son invention. Il manque une seule chose à notre héros alors, c'est l'amour. Et ça ne manque pas, il rencontre Chloé. Boris Vian nous entraîne dans un nuage rose avec mariage pour apothéose. J'ai rajouté des rimes. Mais on va déchanter bien vite puisque la jeune épouse tombe malade lors du voyage de noces. On doit l'opérer d'un nénuphar dans la poitrine. Colin dépense tout son argent pour la soigner. Il congédie Nicolas et se sépare de son piano-cocktail. Malgré tous ses efforts, la vie de Chloé semble toujours menacée. Après cette partie pathétique qui a suivi la partie romantique, Boris décide de donner un coup de fouet à tout son récit et on passe à l'action et au sang même. Donc lors du dernier épisode, tout s'est accéléré d'un coup. La police se mêle à notre histoire et décide d'intervenir chez Chick qui ne payait pas ses impôts. Il résiste et il est tué. En parallèle, sa copine Alice, désespérée de la passion de Chick pour Jean Solpartre, va trouver l'auteur et le tuer, lui aussi, avec un arrache-cœur. Puis elle incendie une à une toutes les librairies qui vendent ses œuvres. Voilà où on en est. L'écume des jours, chapitre 60. Nicolas dépassa l'avant-dernière librairie à laquelle Alice venait de mettre le feu. Il avait croisé Colin en route pour son travail et savait la détresse de sa nièce. Il apprit immédiatement la mort de Partre en téléphonant à son club et se mit à la poursuite d'Alice. Il voulait la consoler et lui remonter le moral et la garder avec lui jusqu'à ce qu'elle soit gaie comme avant. Il vit la maison de Chick et une flamme longue et mince sortit du milieu de la vitrine du libraire d'à côté, faisant éclater la glace comme un coup de marteau. Il remarqua devant la porte la voiture du sénéchal de la police et vit que le chauffeur la faisait avancer un peu pour éviter la zone dangereuse. Et il aperçut aussi les silhouettes noires des agents d'armes. Les pompeurs apparurent presque aussitôt. Leur voiture s'arrêta devant la librairie en faisant un bruit terrible. Nicolas luttait déjà avec la serrure. Il réussit à briser la porte à coups de pied et courut vers l'intérieur. Tout brûlait au fond du magasin. Le corps du libraire était étendu, les pieds dans les flammes, son cœur à côté de lui. Et il vit l'arrache-cœur de Chick par terre. Le feu jaillissait en grosses sphères rouges et en langues pointues qui perçaient d'un seul coup les murs épais de la boutique, et Nicolas se jeta à terre pour ne pas être atteint. Et à ce moment, il sentit au-dessus de lui le violent déplacement d'air produit par le jet extincteur des appareils des pompeurs. Le bruit du feu redoubla pendant que le jet l'assaillait à la base. Les livres brûlaient en crépitant, les pages s'envolaient en battant et passaient au-dessus de la tête de Nicolas en sens inverse de celui du jet, et il pouvait à peine respirer tant tout cela faisait du fracas et des flammes. Il pensait qu'Alice ne serait pas restée dans le feu, mais il ne voyait pas de porte par où elle aurait pu s'en aller, et le feu se débattait contre les pompeurs et parut s'élever rapidement, dégageant la zone basse qui semblait s'éteindre. Il restait au milieu des cendres sales une brillante odeur, une brillante lueur, plus brillante que les flammes. La fumée disparut très vite, aspirée vers l'étage du dessus. Les livres s'éteignirent, mais le plafond brûlait plus fort que jamais. Il n'y avait plus près du sol que cette lueur. Souillé de cendres, les cheveux noircis, respirant à peine, Nicolas s'avança en rampant vers la clarté. Il entendait les bottes des pompeurs qui s'affairaient. Sous une poutre de fer tordue, il aperçut l'éblouissante toison blonde.
Les flammes n'avaient pu la dévorer, car elle était plus éclatante qu'elle. Il l'enfouit dans sa poche intérieure et sortit. Il marchait d'un pas mal assuré. Les pompeurs le regardèrent partir. Le feu faisait rage aux étages supérieurs et il s'apprêtait à isoler le bloc des bâtiments pour le laisser brûler, car il ne restait plus de liquide extincteur. Nicolas suivait le trottoir. Sa main droite sur sa poitrine caressait les cheveux d'Alise. Il entendit le bruit de la voiture du sénéchal de la police qui le dépassa. À l'arrière, il reconnut la combinaison de cuir rouge du sénéchal. En écartant un peu le revers de son veston, il se trouvait tout baigné de soleil. Seuls ses yeux restaient dans l'ombre. Chapitre 61. Colin apercevait le 30e pilier. Il marchait depuis le matin dans la cave de la réserve d'or. Sa tâche consistait à crier quand il voyait des hommes venir voler l'or. La cave était très grande. Il fallait un jour en allant vite pour en faire le tour. Au centre se trouvait la chambre blindée où l'or mûrissait lentement dans une atmosphère de gaz mortel. Ce métier rapportait beaucoup si l'on arrivait à faire le tour dans sa journée. Colin ne se sentait pas en assez bonne condition physique et il faisait trop nuit dans la cave. Malgré lui, il se retournait de temps en temps et perdait sur l'horaire, et il ne voyait derrière lui que le minuscule point rayonnant de la dernière lampe, et devant lui, la lampe suivante qui grossissait lentement. Les voleurs d'or ne venaient pas tous les jours, mais on devait tout de même passer au contrôle au moment prévu, sinon on subissait une retenue d'appointement. Il fallait respecter l'horaire pour se trouver prêt à crier quand les voleurs passaient. C'étaient des hommes d'habitude très régulière. Colin souffrait du pied droit. La cave construite de dures pierres artificielles présentait un sol rugueux et inégal. Il força un peu en dépassant la 8e ligne blanche, afin d'arriver au 30e pilier en temps voulu. Il se mit à chanter tout haut pour accompagner sa marche, et s'arrêta car les échos lui renvoyaient des mots hachés et menaçants et chantaient un air opposé au sien. Les jambes douloureuses, il allait inlassablement et dépassa le 30e pilier. Machinalement, il se retourna croyant voir quelque chose derrière. Il perdit encore 5 secondes et fit quelques pas accélérés pour se rattraper. Drôle de métier qu'a trouvé Colin. Chapitre 62. On ne pouvait plus entrer dans la salle à manger. Le plafond rejoignait presque le plancher auquel il était réuni par des projections mi-végétales, mi-minérales qui se développaient dans l'obscurité humide. La porte du couloir ne s'ouvrait plus. Seul subsistait un étroit passage menant de l'entrée à la chambre de Chloé. Isis passa la première, Nicolas la suivait. Il avait l'air hébété. Quelque chose gonflait la poche intérieure de son veston et de temps à autre il portait la main à sa poitrine. Isis regarda le lit avant d'entrer dans la chambre. Chloé était toujours entourée de fleurs. Ses mains allongées sur les couvertures tenaient à peine une grosse orchidée blanche qui paraissait beige à côté de sa peau diaphane. Elle avait les yeux ouverts et remua à peine en voyant Isis s'asseoir près d'elle. Nicolas vit Chloé et détourna la tête. Il aurait voulu lui sourire. Il s'approcha d'elle et lui caressa la main. Il s'assit aussi et Chloé ferma doucement les yeux et les rouvrit. Elle paraissait contente de les voir. « Tu dormais ?» demanda Isis à voix basse. Chloé dit non avec ses yeux. Elle chercha la main d'Isis avec ses doigts maigres. Sous son autre main, elle cachait la souris dont ils virent briller les yeux noirs et vifs et qui trottina sur le lit pour se rapprocher de Nicolas. Il la prit délicatement et l'embrassa sur son petit museau lustré, et elle retourna près de Chloé. Les fleurs frissonnaient autour du lit. Elle ne résistait pas longtemps, et Chloé se sentait plus faible d'heure en heure. « Où est Colin ?» demanda Isis. « Travail, » dit Chloé dans un souffle. « Ne parle pas, dit Isis. Je poserai les questions autrement. » Elle approcha sa jolie tête brune de celle de Chloé et l'embrassa avec précaution. « Il travaille à sa banque ?» dit-elle. Les paupières de Chloé se fermèrent. Et on entendit un pas dans l'entrée. Colin apparut à la porte. Il tenait de nouvelles fleurs, mais il n'avait plus de travail. Les hommes étaient passés trop tôt, il ne pouvait plus marcher. Comme il faisait de son mieux, il rapportait un peu d'argent, ses fleurs. Chloé paraissait plus tranquille, elle souriait presque maintenant, et Colin vint tout près d'elle. Il l'aimait beaucoup trop pour les forces qu'elle avait maintenant, et l'effleurait à peine, de peur de la briser complètement. De ses pauvres mains encore abîmées par le travail, il lissa les cheveux sombres. Il y avait Nicolas, Colin, Isis et Chloé. Nicolas se mit à pleurer car Chick et Alice ne viendraient jamais plus et Chloé allait si mal.
Chapitre 63. L'administration donnait beaucoup d'argent à Colin, mais c'était trop tard. Il devait maintenant monter chez des gens tous les jours. On lui remettait une liste et il annonçait les malheurs un jour avant qu'ils n'arrivent. Tous les jours, il se rendait dans les quartiers populeux ou bien dans les beaux quartiers. Il montait des tas de marches. Il était très mal reçu. On lui lançait à la tête des objets lourds et blessants et des mots durs et pointus et on le mettait à la porte. Il touchait de l'argent pour cela et donnait satisfaction. Il conserverait ce travail. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était cela, se faire mettre à la porte. La fatigue le tenaillait, lui soudait les genoux, lui creusait la figure. Ses yeux ne voyaient plus que les laideurs des gens. Sans cesse, il annonçait les malheurs à venir. Sans cesse, on le chassait avec des coups, des cris, des larmes, des injures. Il monta les 2 marches et suivit le couloir et frappa, reculant d'un pas sitôt après. Quand les gens voyaient sa casquette noire, ils savaient et le maltraitaient, mais Colin ne devait rien dire, on le payait pour ce travail. La porte s'ouvrit, il prévint et partit. Un lourd morceau de bois l'atteignit dans le dos. Il chercha sur la liste le nom suivant et vit que c'était le sien. Alors il jeta sa casquette et il marcha dans la rue, et son cœur était de plomb, car il savait que le lendemain, Chloé serait morte. Chapitre 64. Le religieux parlait avec le chuich, et Colin entendait la fin de leur conversation, puis il s'approcha. Il ne voyait plus la terre sous ses pas, et chaque fois il trébuchait. Ses yeux regardaient Chloé sur leur lit de noces, mat, avec ses cheveux sombres et son nez droit, son front un peu bombé, sa figure à l'ovale arrondi et doux, et ses paupières fermées qu'il avait rejetées du monde. « Vous venez pour l'enterrement » dit le religieux. « Chloé est morte » dit Colin. Il entendit Colin dire « Chloé est morte » et ne le crut pas. « Je sais » dit le religieux. « Quel prix voulez-vous y mettre? Vous désirez sans doute une belle cérémonie. »« Oui, dit Colin. »« Je peux vous faire quelque chose de très bien dans les 2000 doubleçons, dit le religieux. J'ai aussi plus cher, je n'ai que 20 doubleçons, dit Colin. Je pourrais peut-être en avoir 30 ou 40 de plus, mais pas tout de suite. Le religieux remplit ses poumons d'air et souffla d'un air dégoûté. C'est une cérémonie de pauvre alors qu'il vous faut. Je suis pauvre, dit Colin, et Chloé est morte. Oui, dit le religieux, mais on devrait toujours s'arranger pour mourir avec quoi se faire enterrer décemment. Alors vous n'avez même pas 500 doubleçons. Non, dit Colin. Je pourrais arriver jusqu'à 100 si vous acceptez d'être payé en plusieurs fois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est, de se dire « Chloé est morte » ? Vous savez, dit le religieux, j'ai l'habitude, alors ça ne me fait plus d'effet. Je devrais vous conseiller de vous adresser à Dieu, mais j'ai peur que pour une si faible somme, ce ne soit contre-indiqué de le déranger. Oh, dit Colin, je ne vais pas le déranger. Je ne crois pas qu'il puisse grand-chose, voyez-vous, parce que Chloé est morte. Changez de sujet, dit le religieux. Pensez à, je ne sais pas moi, n'importe quoi, par exemple. Est-ce que pour 100 doubleçons, j'aurai une cérémonie décente, dit Colin. Je ne veux même pas envisager cette solution, dit le religieux. Vous irez bien jusqu'à 150. Je mettrai du temps à vous le payer. Vous avez un travail, vous me signerez un petit papier. Si vous voulez, dit Colin. Dans ces conditions, dit le religieux, peut-être irez-vous jusqu'à 200, et vous aurez le bedon et le chuich de votre côté, tandis qu'à 150, ils sont dans le parti opposé. Je ne crois pas, dit Colin. Je crois que je n'aurai pas longtemps ce travail. Alors nous disons 150, conclut le religieux. C'est regrettable, ce sera une cérémonie véritablement infecte. Vous me dégoûtez, vous lésinez trop. Je m'excuse, dit Colin. Venez signer les papiers, dit le religieux, et il poussa brutalement. Colin se heurta à une chaise. Le religieux, furieux de ce bruit, le poussa, de nouveau, vers la sacristoche et le suivit en grommelant. Fin de l'épisode 64, du chapitre 64. Je vous dis à demain pour la suite et fin de l'écume des jours. Très belle journée, prenez soin de vous.